Vous vous réveillez le matin et votre première pensée est le silence absolu de la maison. Personne ne vous demande comment vous avez dormi, personne avec qui partager le petit déjeuner, personne ne se soucie de savoir si vous avez passé la nuit à réfléchir à la vie. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ressentez cette douleur quotidienne, sachez qu'une découverte peut vous redonner espoir. Ce que j'ai découvert en observant des centaines de personnes âgées m'a profondément émue. La solitude n'est pas un sentiment passager. C'est une épidémie silencieuse qui détruit la qualité de vie de millions de personnes âgées au Brésil. Des études récentes sur le vieillissement émotionnel révèlent que la solitude chronique accélère le déclin cognitif plus rapidement que la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. J'ai rencontré Maria Aparecida un mardi matin à l'hôpital. Elle est arrivée avec des symptômes inexpliqués par les médecins, douleurs thoraciques, essoufflement, tremblement des mains. Tous ses tests cardiaques étaient normaux, sa tension artérielle était sous contrôle et sa glycémie était parfaite. Mais lorsque je l'ai interrogée sur sa routine quotidienne, elle s'est effondrée. Il y a 3 mois, après le départ de son mari, elle ne trouvait plus aucune raison de sortir du lit. Maria avait 75 ans et vivait cette cruelle réalité qui touche tant de personnes âgées, la perte soudaine de tout ce qui donnait un sens à l'existence. L'appartement, autrefois rempli de conversations et de compagnie, était devenu un mausolée de souvenirs. Ses enfants vinrent la voir une fois par semaine, toujours pressés. Ses amis disparaissaient un à un, certains à cause de leur âge, d'autres suite à des bouleversements de vie. Au cours de notre conversation, Maria m'a confié quelque chose qui m'est resté en tête pendant des jours. « Docteur, je me réveille chaque matin en espérant que les choses changeront, mais le vide ne fait que grandir. C'est comme si j'étais devenue invisible aux yeux du monde. » À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas seulement confrontée à un deuil, mais à la destruction totale de l'identité sociale d'une personne. Les neurosciences de la solitude chez les personnes âgées révèlent des données alarmantes. Le cerveau des personnes âgées isolées présente des schémas d'activité similaires à ceux de personnes souffrant de douleurs physiques intenses. La solitude n'est pas un drame, c'est un véritable problème médical qui doit être traité avec la même attention qu'une maladie chronique. Chaque jour que nous passons à ignorer ce vide émotionnel, nous le laissons éroder irrémédiablement notre santé mentale et physique. Mais ce qui est arrivé à Maria dans les semaines qui ont suivi m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. 3 étapes simples, appliquées avec constance, ont non seulement atténué sa solitude, mais ont aussi redonné à ses yeux une lueur que je croyais perdue à jamais. Ces mêmes étapes ont transformé la vie de dizaines de patients qui sont venus me voir, le cœur brisé par l'âge et l'abandon. Si vous avez l'impression que votre vie est devenue une succession de jours vides et identiques, si vous regardez par la fenêtre et voyez d'autres personnes vivre pendant que vous existez simplement, si vous vous endormez chaque soir en vous demandant si quelqu'un vous manquerait, alors ces 3 étapes pourraient être le tournant entre une vieillesse de souffrance et un 3e âge de but renouvelé. Tapez oui maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie et êtes prêt à découvrir comment des milliers de personnes âgées brisent le cycle de la solitude et trouvent des raisons de sourire à nouveau. Maria Aparecida représentait des millions de personnes âgées qui mènent chaque jour le même combat silencieux. Après le décès de son mari João, après 52 ans de mariage, elle s'est retrouvée complètement perdue dans un monde qui n'avait plus de sens. Les matins devenaient un cauchemar. Le silence de la maison pesait comme une pierre sur sa poitrine, et chaque objet familier devenait un douloureux rappel de ce qu'elle avait perdu à jamais. Durant les premiers mois de son veuvage, Maria s'efforçait de maintenir sa routine habituelle. Elle se levait tôt, faisait le lit des 2 côtés par habitude, préparait du café pour 2 et ne réalisait son erreur qu'en voyant la 2e tasse intacte sur la table. Ses voisins cessaient de la saluer dans le couloir, non par méchanceté, mais parce que sa douleur était si évidente qu'elle mettait même les autres mal à l'aise. Sa fille, qui vivait à São Paulo, lui rendait visite le dimanche, toujours pressée, avec ses petits-enfants qui criaient en arrière-plan.
« Maman, ça va? Tu as besoin de quelque chose ?» Mais comment expliquer que ce dont elle avait besoin ne pouvait être ni acheté ni envoyé par la poste? Comment dire qu'elle avait besoin de quelqu'un pour partager le poids du silence, quelqu'un pour l'interroger sur ses rêves de la veille, quelqu'un pour la surveiller lorsqu'elle changeait de tenue? Les journées se transformèrent en une succession mécanique d'activités vides. Se réveiller parce que le corps s'éveillait, manger parce qu'il en avait besoin, regarder la télévision parce que le silence était insupportable, dormir parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. La télévision devint sa seule compagnie. Mais même les voix des présentateurs semblaient venir d'une autre planète, s'adressant à des gens qui vivaient encore autour d'eux. Lors de notre 3e rendez-vous, Maria m'a confié quelque chose qui m'a brisé le cœur. « Docteur, il y a des jours où je parle à la photo de João sur ma table de chevet. Je lui raconte ma journée, je lui demande conseil, je le gronde même de me laisser seule. Alors je me sens folle, car je sais que je parle à une photo. À ce moment-là, j'ai compris que Maria n'était pas seulement en deuil, elle se déconnectait de la réalité, car elle était devenue insupportable. La solitude des personnes âgées présente des caractéristiques très spécifiques qui la rendent particulièrement dévastatrice. Contrairement à la solitude que nous ressentons à d'autres âges de la vie, à 70 ans, nous savons que le temps est compté et que chaque jour perdu dans la tristesse est irréversible. On n'a plus l'impression que demain sera différent, car demain pourrait être exactement pareil, voire pire. C'est alors que j'ai présenté à Maria 3 étapes simples qui ont révolutionné la vie de personnes âgées dans des situations similaires. Il ne s'agissait pas de techniques compliquées, ni de changements structurels majeurs. Il s'agissait de stratégies pratiques basées sur la façon dont notre cerveau traite les liens et le sens, surtout après 60 ans, lorsque notre besoin de sens s'intensifie considérablement. La première étape s'est attaquée directement à la racine de l'invisibilité sociale de Maria. La deuxième a reconstruit son identité au-delà du rôle d'épouse qu'elle avait joué pendant plus de 50 ans. La troisième a créé un réseau de motivation qui a fonctionné même les jours les plus difficiles, lorsque le mal du pays la submergeait et qu'elle avait envie de rester au lit. En 3 semaines, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Maria m'a appelé un jeudi et pour la première fois depuis des mois, j'ai perçu un ton différent dans sa voix. Ce n'était ni de l'euphorie, ni une joie absolue, mais une étincelle, comme un espoir renaissant. Ce qu'elle m'a dit lors de cet appel m'a confirmé que nous étions sur la bonne voie pour restaurer non seulement la camaraderie, mais aussi la dignité et le sens de ces journées. La première étape qui a transformé la vie de Maria semble presque trop simple pour être mise en pratique, mais les neurosciences qui la sous-tendent sont fascinantes. Il s'agit de la technique de reconnaissance quotidienne et elle fonctionne car elle s'attaque directement au sentiment d'invisibilité qui érode l'estime de soi des personnes âgées isolées. Lorsque Maria a appliqué cette technique pour la première fois, elle a pleuré, non pas de tristesse, mais de soulagement de se sentir enfin vue à nouveau. La technique consiste à créer 3 moments quotidiens où l'on devient impossible à ignorer, mais de manière positive et constructive. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention de manière inappropriée, mais de susciter une reconnaissance authentique qui nourrit notre besoin fondamental d'importance. Maria a commencé à l'appliquer dès la première semaine et les résultats ont été surprenants. Lors de notre 4e rendez-vous, Maria m'a raconté sa première expérience. « Docteur, je suis allée au marché mardi et, au lieu de simplement prendre ma liste et payer, je me suis arrêtée chez le boucher et j'ai demandé au vendeur quelle était la meilleure viande pour un ragoût spécial. J'ai expliqué que j'essayais une nouvelle recette de ma défunte belle-mère. Le vendeur était tellement intéressé qu'il a appelé le gérant qui m'a écouté pendant 15 minutes. Ce qui s'est passé dans cette boucherie illustre parfaitement le fonctionnement de la reconnaissance au quotidien. Maria ne se contentait pas d'acheter de la viande. Elle partageait ses connaissances, créait des liens humains et, surtout, était perçue comme une personne ayant une valeur à offrir. Le cerveau enregistre ces interactions comme la preuve que nous sommes toujours importants, utiles
et digne d'attention. Le premier moment de la journée se déroule toujours le matin, de préférence avant 10 heures. Maria choisit le boulanger du coin comme premier contact quotidien. Au lieu de se contenter de commander le pain français habituel, elle commença à s'enquérir de sa famille, à vanter son travail et à suggérer de nouveaux produits. « Monsieur João, que dirais-tu de faire du pain au fromage du Minas Gerais comme ma mère? Je peux t'apporter la recette. » En 2 semaines, le boulanger l'attendait chaque jour avec un sourire sincère. Le deuxième moment se produit en milieu de journée, entre midi et 15 heures, lorsque les gens sont plus détendus et ouverts à la discussion. Maria a découvert que le portier de l'immeuble était seul pendant sa pause déjeuner et a commencé à descendre pour discuter. Non pas une conversation forcée, mais un intérêt sincère pour sa vie, s'enquérant de ses enfants, commentant l'activité de l'immeuble et offrant parfois une friandise maison. Le troisième moment se produit en fin d'après-midi, entre 16 et 18 heures. Maria repère une voisine qui promène toujours son chien à la même heure et commence à la saluer, à le féliciter et à lui demander sa race. « Quel beau chien! Comment s'appelle-t-il? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?» Ces petites interactions créent une routine de rencontres qu'elles attendent avec impatience. Le secret de la technique de reconnaissance quotidienne réside dans la cohérence et l'authenticité. Il ne s'agit pas de feindre l'intérêt, mais de susciter une véritable curiosité envers les personnes qui vous entourent. Les personnes âgées ont un avantage naturel dans ce domaine, car elles sont généralement perçues comme moins menaçantes et plus dignes de confiance, ce qui facilite les conversations spontanées. Maria m'a confié quelque chose qui résume parfaitement la puissance de cette technique. « Docteur, j'ai découvert que les gens sont aussi habitués que moi à être ignorés. Lorsque je leur témoigne un intérêt sincère, ils s'épanouissent comme des fleurs. Et ce faisant, je m'épanouis à nouveau. » 3 semaines après avoir appliqué cette première étape, Maria a déjà constaté une diminution significative du sentiment de vide qu'elle ressentait depuis le décès de son mari. La deuxième étape qui a révolutionné la vie de Maria s'attaque à un problème dont la plupart des gens ignorent l'existence. Pendant des décennies, elle s'est définie exclusivement comme l'épouse de João, la mère de Carla, la belle-mère de Ricardo et la grand-mère des jumeaux. Avec le départ de João, Maria n'a pas seulement perdu un compagnon, elle a perdu son identité première. Qui suis-je maintenant? Cette question la hantait chaque soir avant de se coucher. La technique de redécouverte personnelle fonctionne car elle reconstruit votre identité en vous basant sur qui vous êtes vraiment, quel que soit le rôle que vous avez joué pour les autres. Lors de notre 5e consultation, j'ai proposé un exercice qui a d'abord laissé Maria perplexe, mais qui allait devenir le fondement de sa nouvelle vie. Maria, dis-moi 3 choses que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais faites parce que tu étais occupée à prendre soin des autres. Le silence qui suivit dura près de 2 minutes. Maria fixait le plafond, les larmes aux yeux, car pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un s'interrogeait sur ses propres désirs et non sur son rôle dans la vie des autres. « Docteur, je ne sais pas quoi répondre. J'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à ce que je voulais. » C'est le drame silencieux de millions de personnes âgées, en particulier des femmes de la génération de Maria. Elles se sont tellement investies pour répondre aux besoins des autres qu'elles ont complètement perdu contact avec leurs propres rêves et talents. La technique de redécouverte personnelle fonctionne en 3 étapes progressives qui libèrent progressivement ce lien perdu avec leur moi intérieur. La première étape est l'inventaire des talents oubliés. Maria a dû répertorier tout ce qu'elle savait faire avec brio, qu'elle les mette au service des autres ou non. Elle a découvert qu'elle savait broder comme personne, qu'elle avait une mémoire impressionnante pour les vieilles recettes, qu'elle racontait des histoires captivantes et qu'elle avait un don naturel pour organiser n'importe quel espace. Docteur, je n'ai jamais considéré cela comme un talent. J'ai toujours pensé que c'était une obligation. La deuxième étape est activation de talents personnels. Maria a choisi la broderie comme premier talent à réactiver, mais pas pour confectionner la layette de sa petite fille ni décorer sa maison.
Cette fois, elle l'utiliserait exclusivement pour elle. Elle a acheté de nouveaux tambours à broder et des fils colorés et a commencé à broder des mandalas thérapeutiques qu'elle a accrochés dans sa chambre. Pour la première fois depuis des années, je fais quelque chose simplement par plaisir. La troisième étape est développement des talents sociaux. Maria a découvert sur Facebook un groupe de brodeuses expérimentées qui se réunissaient une fois par semaine dans une bibliothèque publique. Lors de la première rencontre, elle était nerveuse, mais lorsqu'elle a montré ses mandalas, elle a reçu de sincères compliments et s'est immédiatement sentie intégrée à une communauté qui la valorisait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle faisait pour les autres. La transformation de Maria durant cette période était visible jusque dans sa posture. Arrivée voûtée et traînant les pieds lors de ses premiers rendez-vous, elle marchait désormais d'un pas droit et parlait avec enthousiasme de ses projets personnels. « Docteur, j'ai découvert que j'avais une vie bien à moi, au-delà de mon rôle de veuve de João. Je peux être Maria la brodeuse, Maria la conteuse, Maria celle qui a une opinion sur l'art. » L'aspect le plus puissant de la reconstruction de son identité personnelle est qu'elle crée un sentiment d'avenir. Lorsqu'on développe des projets personnels et des talents, on se met automatiquement à planifier le lendemain, la semaine suivante, le mois suivant. Maria avait désormais son propre emploi du temps, des rendez-vous que personne ne pouvait annuler, des réunions qu'elle attendait avec impatience. Lors de notre 8e rendez-vous, Maria m'a confié quelque chose qui résume l'essence de cette technique. « Vous savez, docteur, aujourd'hui, je me suis réveillée en pensant à la broderie que je vais terminer, à l'histoire que je vais raconter aux filles du groupe, au nouveau modèle que je veux essayer. Je ne me suis plus réveillée en pensant à comment j'allais occuper une autre journée vide. » La redécouverte de sa propre identité a redonné à Maria ce que le chagrin lui avait volé, la capacité d'être touchée par ses propres projets. La troisième étape, la plus puissante, de la transformation de Maria, a créé quelque chose qu'elle n'aurait même pas imaginé possible à 75 ans. Un réseau de sens qui fonctionnait quelle que soit l'humeur ou les circonstances extérieures. La technique du réseau de sens durable est révolutionnaire, car elle ne nécessite pas la disponibilité constante d'autres personnes, ni de quitter la maison les jours difficiles, lorsque le mal du pays frappe le plus fort. En observant des centaines de personnes âgées qui ont surmonté une profonde solitude, j'ai identifié un schéma fascinant. Elles ont toutes développé un triple réseau de sens qui fonctionnait comme un réseau de sécurité émotionnelle. Lorsqu'une de ces connexions disparaissait, les deux autres conservaient un sentiment d'importance et d'utilité. Maria a appliqué cette technique et, pour la première fois depuis la mort de son mari, elle était certaine de ne plus jamais se sentir complètement inutile. Le premier lien du réseau est Transmission Purpose. Maria a découvert qu'elle avait 52 ans de recettes éprouvées qui s'éteignaient avec elle. Elle a décidé de créer un livre de recettes, non seulement avec les ingrédients et les instructions de préparation, mais aussi avec les histoires derrière chaque plat. Cette tarte aux pommes était la préférée de João le dimanche après-midi. Je l'ai apprise de ma belle-mère, mais j'y ai ajouté de la cannelle parce qu'il l'adorait. Pendant 3 mois, Maria a travaillé sur ce projet avec un dévouement qui a impressionné même sa fille. Chaque recette est devenue une petite chronique familiale, un pont entre les générations. Docteur, quand j'écris sur l'escondidinho de carne seca, ragoût de viande séchée, je me souviens de la première fois où je l'ai préparé pour impressionner ma belle-mère. J'étais tellement nerveuse que j'ai mis trop de sel, mais elle a prétendu que c'était délicieux. Ce processus de documentation a redonné de la valeur à ses souvenirs. Le deuxième lien est la finalité de soins indirects. Maria a identifié une voisine de 83 ans qui vivait seule et était encore plus isolée qu'elle. Sans s'imposer ni créer de dépendance, elle a commencé à sonner à la porte 2 fois par semaine, toujours avec une excuse pratique. « Madame Antonia, j'ai fait trop de soupe, en voulez-vous un peu ?» ou « Je suis venue rendre le sucre que j'ai emprunté la semaine dernière. » Les soins indirects sont excellents car ils permettent d'aider sans humilier le bénéficiaire
et sans créer d'obligations pesantes pour le dispensateur. Maria n'est pas devenue infirmière ou aide-soignante pour sa voisine, mais elle a instauré une routine de présence bénéfique pour les deux. Quand je sonne à la porte de Donna Antonia, je sais qu'au moins une personne sourira en me voyant aujourd'hui, et quand elle m'invite à prendre un café, je sais que je ne suis pas un fardeau, mais une compagnie bienvenue. Le troisième lien est l'objectif d'un héritage actif. Maria a réalisé qu'elle possédait des compétences précieuses qu'elle pouvait transmettre tant qu'elle était encore lucide et capable. Elle a proposé d'enseigner la broderie à 2 petites filles adolescentes, mais avec un arrangement différent de d'habitude. Cette fois, il s'agirait d'un projet commun. Chacune broderait une pièce et, ensemble, elles créeraient une exposition familiale. Ce qui a complètement transformé la dynamique, c'est que Maria a cessé d'être une simple grand-mère qui offrait des cadeaux et des conseils pour devenir une grand-mère qui enseignait un art presque disparu. Les filles viennent ici, impatientes de montrer leur progrès en broderie. On prend des photos, on les publie sur les réseaux sociaux et elles me surnomment grand-mère influenceuse. Pour la première fois, je suis cool aux yeux de mes petites filles. Le réseau de projets durables fonctionnait comme un système de vases communicants. Les jours où Maria ne pouvait pas travailler sur son livre de recettes, elle sonnait à la porte de Donna Antonia. Quand sa voisine venait chez sa fille, Maria se consacrait à des cours de broderie avec ses petites filles. Si les filles étaient occupées par l'école, elle se replongeait dans ses souvenirs culinaires. Il y avait toujours moyen de se sentir utile et importante. Lors de notre 12e rendez-vous, Maria m'a fait une déclaration qui m'a profondément émue. « Docteur, avant, je me réveillais en pensant à comment occuper une nouvelle journée vide. Maintenant, je me réveille en me demandant quels objectifs me seront le plus précieux aujourd'hui. J'ai un emploi du temps, des projets, des gens qui comptent sur moi. Je ne suis plus la veuve abandonnée. Je suis Maria, qui a une vie pleine de sens. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche, car ce qui suit pourrait sauver votre vie émotionnelle et montrer comment ces 3 étapes simples redonnent dignité et joie à des milliers de personnes âgées qui pensaient que leur meilleur jour était derrière elles. En appliquant les 3 étapes de manière constante pendant 2 mois, Maria a constaté un phénomène extraordinaire dans son cerveau que les neurosciences commencent seulement à comprendre pleinement. Des études récentes sur la plasticité neuronale chez les personnes âgées révèlent que la solitude chronique crée des schémas d'activité cérébrale similaires à ceux de la dépression clinique, mais que ceux-ci peuvent être inversés grâce à des liens sociaux structurés et à un sens renouvelé de la vie. Lors de notre 15e rendez-vous, Maria m'a apporté un cadeau inattendu. C'était une photo d'elle souriant sincèrement aux côtés des brodeuses du groupe de la bibliothèque. « Docteur, regardez mes yeux sur cette photo. Je n'avais pas vu cette lueur dans mes yeux depuis des années. Ma fille a même dit que je faisais 10 ans de moins. » La transformation physique était évidente, mais ce qui m'a frappée, c'était le changement dans la qualité de sa présence. Les neurosciences de la reconnexion sociale après 70 ans montrent que notre cerveau conserve une capacité surprenante à former de nouvelles synapses lorsqu'il est stimulé par des activités significatives. Maria ne se contentait pas de se distraire de la solitude. Elle reconstruisait littéralement des circuits neuronaux atrophiés pendant des mois d'isolement. Chaque nouvelle conversation, chaque broderie terminée, chaque recette documentée renforçait des connexions qui semblaient perdues à jamais. Le protocole suivi par Maria peut être appliqué par toute personne de plus de 60 ans qui a le sentiment d'avoir perdu le sens de sa vie. Le secret réside dans la combinaison des 3 étapes, agissant simultanément, créant une synergie qui amplifie les résultats individuels. Il ne s'agit pas seulement de combiner des techniques, il s'agit de créer un système intégré de reconnexion à la vie, efficace même dans les moments les plus difficiles. Maria m'a raconté une situation qui illustre parfaitement le fonctionnement du protocole. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de la mort de João. Je savais que ce serait une journée terrible,
Mais à mon réveil, je me suis souvenu que je devais terminer la broderie pour la montrer aux filles, que Donna Antonia attendait la soupe que je lui avais promise et que je voulais écrire l'histoire du pudding au lait concentré que je préparais toujours pour João. Au lieu de passer la journée à pleurer seule comme elle l'avait fait pour le premier anniversaire de la mort de son mari, Maria a canalisé son désir de manière productive. Elle a écrit sur le pudding les larmes aux yeux, mais aussi avec le sourire, se rappelant que João en redemandait toujours. Elle a apporté la soupe à sa voisine et a fini par raconter des anecdotes sur son mari qui les ont fait rire tous les deux. Elle a terminé la broderie en la dédiant à sa mémoire, créant ainsi quelque chose de beau en son honneur. Docteur, la douleur du désir n'a pas disparu, mais elle ne m'a pas détruit comme autrefois. J'ai des moyens de transformer cette douleur en quelque chose qui honore notre histoire et, en même temps, me maintient en vie et actif. C'est l'essence même du protocole neurologique de l'espoir renouvelé. Nous n'éliminons pas la douleur du deuil ou de la solitude, mais nous créons des structures qui empêchent cette douleur de nous paralyser complètement. L'aspect le plus révolutionnaire du protocole est son fonctionnement par accumulation positive. Chaque petite victoire quotidienne, chaque sourire gagné, chaque moment de connexion authentique s'additionne pour créer une réserve émotionnelle qui soutient les aînés dans les moments les plus difficiles. Maria a construit cette réserve sans s'en rendre compte, et lorsqu'elle en a eu besoin, elle était là. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car la solitude dans la vieillesse est une épidémie silencieuse qui tue plus de personnes que de nombreuses maladies physiques. Mais elle peut être surmontée avec des stratégies simples et un amour de soi renouvelé. Même si j'ai appliqué les 3 étapes avec dévouement, Maria m'a attirée sur une réalité qu'il est important d'aborder en toute honnêteté. Docteur, il y a des jours où la tristesse est plus forte que toute ma volonté. Je me réveille avec l'impression qu'un poids invisible m'écrase la poitrine pendant la nuit. Que faire ces jours-là où je n'arrive même pas à sortir du lit? Cette question m'a amenée à créer ce que j'appelle le manuel d'urgence émotionnelle pour les aînés en crise. Ce manuel sert de plan d'action structuré pour les moments où la solitude frappe de plein fouet et où les 3 étapes principales semblent impossibles à mettre en œuvre. Basé sur des protocoles de psychologie d'urgence adaptés aux aînés, ce manuel a sauvé Maria de plusieurs rechutes profondes et peut être appliqué même en cas de dépression émotionnelle. La première stratégie d'urgence est le protocole des 5 minutes. Lorsque Maria s'est réveillée complètement épuisée, je lui ai conseillé de ne pas lutter contre la tristesse, mais de conclure un accord avec elle-même. Je vais m'autoriser à ressentir cette douleur pendant exactement 5 minutes, mais ensuite, je ferai un petit geste. Cela pourrait être de se lever et de préparer du thé, d'allumer la radio, ou simplement de s'asseoir près de la fenêtre. Un petit geste suffit à briser la paralysie totale. La deuxième stratégie est la liste de secours personnel, que Maria a créée pendant ses bons jours et qu'elle a conservée pour les urgences émotionnelles. Sur cette liste, elle a inscrit 10 choses qui parviennent toujours à lui arracher au moins un demi-sourire, une photo de ses petits-enfants en costume de carnaval, un enregistrement de João chantant « Joyeux anniversaire » le jour de mon anniversaire, l'odeur d'un gâteau à la semoule de maïs, une conversation avec Donna Antonia sur de vieux feuilletons, une vidéo du chat du voisin jouant sur le porche. Lors d'une crise particulièrement difficile, Maria a appliqué la liste de contrôle de secours et m'a appelé quelques heures plus tard. « Docteur, j'ai sorti la photo des jumeaux déguisés en super-héros et je me suis souvenu du jour où j'ai aidé à confectionner leurs costumes. Je n'étais plus heureuse, mais la douleur est devenue plus supportable. J'ai réussi à me lever et à préparer du porridge. Les petites victoires dans les jours difficiles ont plus de valeur que les grandes réussites dans les jours faciles. » La troisième stratégie est le protocole de connexion d'urgence. Maria a identifié 3 personnes qu'elle pouvait contacter en cas de crise sans se sentir comme un fardeau. Sa fille à São Paulo pour parler de ses petits-enfants,
la responsable du groupe de broderie qui lui a toujours apporté un soutien chaleureux, et Donna Antonia elle-même, qui traversait également des moments difficiles. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'aller bien. Je peux dire que je suis triste et que j'ai besoin d'une conversation. Le manuel d'urgence comprend également le kit de survie sensorielle que Maria a constitué pendant ses semaines de convalescence. Une playlist de chansons évoquant de doux souvenirs, une boîte remplie de lettres et de photos, un sachet contenant le parfum de João et une couverture douce pour s'envelopper dans les moments de fragilité. Docteur, lorsque la tristesse est si intense, j'ai besoin de stimuli concrets qui me rappellent que j'ai été aimée et que je peux encore être heureuse. La stratégie la plus efficace du manuel est le protocole du demain possible. En période de crise totale, Maria n'a pas besoin de planifier toute la semaine ni de se fixer de grands objectifs. Elle choisit simplement une petite chose positive à faire le lendemain. Demain, je finirai cette fleur brodée. Ou demain, j'essaierai cette recette de gâteau que j'ai vue à la télé. Une attente minimale mais concrète qui crée un pont entre l'obscurité d'aujourd'hui et un lendemain possible. Maria m'a dit quelque chose qui résume l'importance du manuel d'urgence. Docteur, savoir que j'ai un plan pour les mauvais jours me donne le courage d'affronter les bons. Je n'ai plus peur de me réveiller triste, car je sais que j'ai les outils pour ne pas sombrer complètement. Le manuel n'empêche pas les crises, mais il les empêche de détruire tous les progrès réalisés. Veuillez indiquer maintenant laquelle de ces stratégies d'urgence aurait le plus de sens dans votre vie afin que je puisse apprendre comment je peux aider davantage de personnes à créer leur propre plan de sauvetage émotionnel. 6 mois après notre première rencontre, Maria est arrivée au bureau méconnaissable. Non seulement physiquement, bien qu'elle soit visiblement plus énergique et attentionnée, mais surtout par l'énergie qui émanait d'elle. Elle, qui était arrivée courbée par le poids de la solitude, marchait maintenant d'un pas droit, parlait de ses projets avec enthousiasme et surtout, ses yeux brillaient d'une lueur que je croyais perdue à jamais. « Docteur, j'ai une confession à vous faire », dit Maria avec un sourire malicieux. « Je suis plus occupée à 75 ans qu'à 50. J'ai un emploi du temps chargé, des gens qui dépendent de moi, des projets personnels qui me passionnent. Je n'aurais jamais imaginé que le veuvage pourrait m'apprendre à vivre ma vie. » Cette transformation n'est pas propre à Maria. C'est une révolution silencieuse qui se déroule dans tout le Brésil. En observant des dizaines de patients appliquant ces 3 étapes simples, j'ai identifié un schéma fascinant. La solitude forcée, qui semble au départ une malédiction, se transforme en une occasion unique de se découvrir soi-même. Lorsqu'on n'a plus à se conformer aux attentes des autres, on peut enfin découvrir qui l'on est vraiment. Maria n'était pas seulement la veuve de João, c'était une artiste, une conteuse, une gardienne des traditions culinaires et une mentor pour ses petites filles. Les neurosciences confirment que les personnes âgées qui retrouvent un sens à leur vie après une perte importante développent une plus grande résistance aux maladies neurodégénératives. Le cerveau de Maria, qui s'atrophiait à cause de la solitude, a commencé à créer de nouvelles connexions grâce à des défis créatifs et à des interactions sociales structurées. Elle a non seulement retrouvé le goût de vivre, mais a également développé sa capacité à ressentir de la joie. Lors de notre dernier rendez-vous, Maria m'a apporté son livre de recettes terminé. 120 plats différents, chacun avec son histoire familiale, ses variantes régionales et ses secrets techniques. Docteur, ce livre sera mon cadeau de Noël pour ma famille. Mais savez-vous ce que j'ai découvert en l'écrivant? Que ma vie a été bien plus riche que je ne l'imaginais. Chaque recette m'a rappelé des moments précieux, des êtres chers et des réussites modestes mais importantes. Le livre de recettes est devenu le symbole d'une œuvre plus grande. Maria ne se contentait pas de préserver les traditions culinaires, elle documentait une vie d'amour et de dévouement. Les brodeuses du groupe en ont demandé des exemplaires pour leur famille.